pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 25 septembre 2020, axé sur un seul point, les 100 premiers jours du pouvoir d'Ndayishimiye. Dans son magazine, vous allez suivre l'analyse des uns et des autres qui vont essayer d'évaluer le premier trimestre du gouvernement Ndayishimiye dans presque tous les domaines de la vie du pays, entre autres la sécurité qui ne cesse d'être perturbée par les groupes rebelles, même si le pouvoir de Gitega nie toute attaque menée contre lui. Lucie Kabela est à la cabine de son et Mestev Nyungeko assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Débutons par la page économie. Le peuple burundais parmi les plus pauvres du monde, avec un revenu de moins de 2000 francs par jour, sur base des derniers classements du secteur économique. André Nikwigidze, expert en économie politique, nous dresse le tableau de la santé financière du Burundi. Le Burundi, une économie au bord de l'implosion sociale. Le deuxième pays le plus pauvre du monde, selon le classement de 2019, le Burundi se classe 188e sur 189 pays, avec 8 millions de Burundais qui sont dans l'extrême pauvreté sur base d'un revenu de 1,9 $ par habitant et par jour. Le revenu moyen annuel d'un Burundais est évalué à environ 280 $, soit 0,8 $ par jour et par personne, ou bien 1500 francs par personne et par jour, même pas la moitié de l'objectif mondial. Le Burundi se trouve également être le pays le plus affamé du monde, avec plus de la moitié du Burundais se trouvant en insécurité alimentaire. Le chômage des jeunes atteint un niveau alarmant de 65%. La mauvaise politique gouvernementale appliquée depuis plusieurs années par des dirigeants burundais est la principale cause de cette situation, explique l'expert qui fut conseiller économique principal auprès du secrétariat général des Nations Unies. André Nikwigidze donne quelques-unes des principales causes de cette mauvaise santé financière du Burundi. Encore une fois, André Nikwigidze. Premièrement, c'est le faible soutien des autorités burundaises à l'agriculture. Le gouvernement du Burundi n'a pas l'air d'apprécier le rôle crucial de l'agriculture dans le développement durable de la société. En 2003, à Maputo, Mozambique, les chefs d'État d'Afrique avaient adopté une résolution visant à réduire la pauvreté en allouant au secteur de l'agriculture au moins 10% du budget national. Malheureusement, le Burundi ne s'y est pas conformé. Depuis 2008, le budget national consacré au secteur agricole varie entre 2 et 3%. Les provisions budgétaires 2020-2021 ont attribué à l'agriculture un montant de 107 milliards de francs, soit 6,8%. Avec un tel niveau de budget alloué à l'agriculture, il est très normal que la production agricole soit très faible et que beaucoup de ménages souffrent de la faim et de la malnutrition. En deuxième lieu, c'est la baisse des financements extérieurs. Depuis 2015, les aides extérieures au Burundi ont baissé sensiblement, passant de presque 600 millions de dollars américains par an à 160 millions de dollars américains entre 2015 et 2019, ce qui revient à un tiers de l'aide au développement qui est consacrée au Burundi. Alors, pour un pays qui dépendait à plus de 60% des aides extérieures, le manque à gagner est énorme. Ce sont beaucoup de projets qui sont sacrifiés. La troisième cause est relative à la mauvaise gestion des ressources publiques et la corruption. Depuis plusieurs années, les cas de mauvaise gestion des ressources publiques et de corruption ont caractérisé le pouvoir. Les institutions internationales telles que la Banque mondiale ont estimé que la corruption au Burundi aurait drainé environ 15% des aides extérieures, ressources qui se retrouvent dans les poches d'une poignée d'individus
et dans les paradis fiscaux. Récemment, une institution internationale a classé le Burundi comme le deuxième pays le plus corrompu dans le monde avec 19 points. Dans le pays le plus pauvre, on peut estimer que c'est scandaleux. C'était André Nikwigidze, expert en économie politique. En politique, le parti MSD dresse un bilan négatif des 100 jours du pouvoir Évariste Ndayishimiye. Pour François Nyamoya, secrétaire général de ce parti, le nœud du problème burundais est d'abord politique. Écoutez plutôt François Nyamoya, il est secrétaire général du parti MSD. De notre point de vue, rien n'a changé. Il n'y a eu aucune évolution positive. Au contraire, le pays fait de la marche arrière et il n'y a aucun espoir que la situation évolue dans de meilleures perspectives pour le bien des Barundi. S'il y avait un moindre espoir d'une évolution positive, il se serait déjà manifesté durant ces 100 jours de gouvernance d'Évariste Ndayishimiye, surtout dans la résolution des questions politiques nées de la crise de 2015. S'il y avait eu la moindre volonté de le résoudre, on l'aurait déjà vu. Or, tout indique qu'il n'y a aucune volonté de le résoudre. Et si les problèmes politiques ne sont pas résolus, il n'y aura pas non plus de solution pour les problèmes d'autres secteurs comme l'économie, la sécurité, le social, etc. Donc, en résumé, durant ces 100 jours de gouvernance d'Évariste Ndayishimiye, rien n'a été fait, rien n'est en train de se faire et il n'y a aucun espoir en ce sens. C'était François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD. Suite à cette mauvaise politique, le gouvernement Ndayishimiye n'est pas encore parvenu à faire respecter les droits de l'homme, regrette Vital Nshimirimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, Force en sigle. Au cours de ce premier trimestre déjà écoulé, plus de 100 personnes ont été assassinées. Suivez Vital Nshimirimana, président du Force. Avec les 100 premiers jours du mandat d'Évariste Ndayishimiye, nous constatons une gestion calamiteuse de la nation burundaise, particulièrement en ce qui concerne le domaine des droits de l'homme. Le domaine des droits de l'homme continue à accuser plusieurs insuffisances, en particulier en ce qui concerne le respect de la dignité de la personne humaine. Plus d'une centaine de personnes ont été déjà tuées durant les 100 premiers jours du mandat d'Évariste Ndayishimiye, et cela avec l'implication active des miliciens Imbonerakure, dont le mot d'ordre pour cesser les patrouilles n'a duré que le temps de la rosée. Nous attendions avec la venue d'Évariste Ndayishimiye le déverrouillage de l'espace politique et civique, mais nous constatons que c'est plutôt le contraire, parce que les organisations de la société civile restent fermées, tandis que les partis politiques restent divisés ou interdits d'opérer sur le territoire national. Avec la venue d'Évariste Ndayishimiye, nous attendions également la libération des dizaines de milliers d'opposants qui sont incarcérés juste pour avoir protesté contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Nous attendions également la libération des défenseurs des droits de l'homme emprisonnés, rien que pour avoir défendu la cause des droits de l'homme. Nous citons à titre illustratif Germain Rukuki, Nestor Nibitanga et 4 journalistes du journal Iwachu et bien d'autres défenseurs des droits de l'homme qui sont incarcérés juste pour avoir défendu les droits de l'homme. C'est une situation extrêmement préoccupante et nous considérons que Évariste Ndayishimiye est en train de rater un début qui aurait été historique si il avait arrêté la violence, si il avait interdit la milice Imbonerakure, si il avait rouvert l'espace politique et civique, si il avait libéré des centaines de milliers d'opposants et de défenseurs des droits de l'homme. Les activistes féministes partagent cet avis. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi dénonce les tueries et enlèvements qui continuent à être commis par des policiers Imbonerakure sous un silence complaisant du gouvernement. Marie Uwimana est membre du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Depuis qu'Évariste Ndayishimiye est président de la République, cela fait 3 mois, je peux dire qu'il n'y a pas eu de changement positif dans la vie des Burundais et du pays. Ici, je vais m'appuyer sur 2 choses, c'est-à-dire la sécurité dans le pays et les relations avec les autres pays. Aujourd'hui, lorsqu'on analyse ce qui se passe, il n'y a pas eu de changement par rapport à ce que faisait le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Un cas par là est celui des Imbonerakure.
On dirait qu'aujourd'hui, ils ont été renforcés dans leurs activités destructrices. Ils travaillent avec des membres de la police pour tuer, torturer et même arrêter ceux qui s'opposent au CNDD-FDD, c'est-à-dire le citoyen lambda. Bien que ces violations se passent tous les jours, le pouvoir en place d'Évariste Ndayishimiye n'en parlait pas car il est complice. On a l'impression que les Imbonerakure et la police forment une seule et même institution chargée de la sécurité. Le peu de sécurité dans le pays a un grand impact dans la vie des femmes. On la dépouille des siens, elles-mêmes sont maltraitées, violées, terrifiées. Ils sont terrifiés par ceux-là même qui devraient la protéger et les secourir. Durant les mois de juillet et août, 7 femmes ont été assassinées après qu'elles aient été violées. Une autre a été tuée en même temps que son bébé. 4 jeunes filles ont été violées et 2 ont été tuées. 3 femmes ont été emprisonnées illégalement à cause de leurs orientations politiques. Une autre chose qu'on attendait de ce changement de pouvoir, c'était que le Burundi reprenne sa place au milieu des autres nations, mais ce n'est pas encore le cas et le chemin est encore long pour y arriver. Ce n'est donc pas étonnant que rien n'ait changé, car même ceux qui gouvernent sont les mêmes. En conclusion, lorsqu'on analyse les assassinats qui se font tous les jours, certains interdits n'existaient plus au Burundi. Et par exemple, le mot kirazira, qui était très cher au Burundi, a disparu, il n'est plus valorisé. Le fait qu'on tue, que le corps sans vie se retrouve partout, sur la voie publique, le fait que les enfants voient cela entraîne qu'ils soient perturbés et plus tard, on verra d'autres genres de violations car la mort aura été banalisée dans sa jeunesse. La valeur de l'être humain est réduite à rien et cela n'augure rien de bon. Toujours en parlant droits de l'homme, la commission de l'ONU d'enquête sur le Burundi déplore la persistance et l'aggravation de la violation des droits de l'homme au Burundi. Dans un entretien exclusif avec la RPA, le président de cette commission soulève les assassinats et détentions arbitraires qui restent un mode opératoire. Pour châtier les membres de l'opposition, Doudou Diène regrette le fait que le nouveau président Évariste Ndayishimiye ne parvient pas à profiter de ce tournant historique et saisir la balle au bon pour promouvoir le strict respect des droits de l'homme au Burundi. Doudou Diène. La question que nous soulevons, c'est la suivante. Le Burundi vient de changer de leadership politique avec l'élection de Ndayishimiye. Donc, le Burundi se trouve dans un contexte, un tournant historique, d'où elle peut soit faire un tournant durable et crédible d'arrêt des violations des droits de l'homme et de respect des principes démocratiques, soit la continuation des violations. Et donc, notre message central était un message de vigilance, parce que les violations continuent. Les acteurs qui le commettent, notamment les Imbonerakure et les membres du CNR, de la police, etc., continuent à les violer, nous les avons documentés. 2, il y a une impunité qui est à la base de la continuation de ces violations et qu'il n'y a pas de changement depuis le nouveau leadership. 3e point, les détenus politiques qui ont été arrêtés et les journalistes, les intellectuels, les opposants qui sont en prison n'ont pas été libérés. 4, les mécanismes et institutions régionales et internationales qui travaillent sur le Burundi et que le Burundi n'a pas autorisé à rester, n'ont pas été autorisés à revenir, ni l'OMS, ni le bureau du Haut-Commissariat des droits de l'homme. Et donc, nous avons documenté dans le dernier événement fondamental au Burundi, c'est-à-dire les élections qui ont eu lieu, nous avons documenté une série de violations des droits de l'homme. Donc, voilà le tableau. Et donc, c'est à la communauté internationale d'assumer ses responsabilités. Le point central de notre rapport, c'est que les droits de l'homme continuent d'être violés de manière grave. Et nous l'avons documenté. Et notre conclusion est qu'il faut être vigilant pour voir s'il y a des changements. Et je crois que les faits que nous avons reproduits sont des faits qui ont été objectivement reconnus et n'ont pas été remis en question. Donc, nous sommes aussi extrêmement sensibles à cet aspect-là et nous l'avons souligné aussi dans notre dernier rapport. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwacu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste.
Du côté du mouvement international de la jeunesse burundaise, aucune différence entre le régime Ndayishimiye et le régime Nkurunziza. Les Burundais souffrent les mêmes maux que ceux endurés durant la dizaine d'années du régime de Pierre Nkurunziza. Suivez Karen Kelly Inarukundo, porte-parole du mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB en sigle. Durant ce premier trimestre de Evariste Ndayishimiye en tant que président de la République du Burundi, on ne peut pas dire qu'il y a eu une quelconque différence par rapport au régime du Nkurunziza. C'est évident qu'il veut vraiment ressembler à son prédécesseur, ce qu'il ne nie pas d'ailleurs, et il le montre si bien que aujourd'hui, après 3 mois seulement de règne, les tueries sont à un rythme bien plus qu'avant, comme si les miliciens Imbonerakure ont été encouragés dans leurs exactions, où il ne se passe aucun jour sans cadavre, des gens tués, assassinés dans des conditions épouvantables, sans que les auteurs de ces crimes ne craignent rien, comme si ce sont eux qui font la loi. Rappelons que la première chose que Ndayishimiye a fait a été de nommer au sein de son gouvernement des gens accusés de crimes contre l'humanité pour juste montrer à quel point il ne se soucie pas de la crise politique à laquelle le Burundi fait face. Deuxièmement, n'oublions pas le cas du gouverneur de Kayanza qui rappelait à l'ordre les Imbonerakure en les interdisant de continuer les zones nocturnes. Mais quelques temps après, le ministre de la Jeunesse, Ezekiel Nibigira en personne, ancien responsable de la Ligue des jeunes Imbonerakure au niveau national, vient le contredire publiquement, appelant les Imbonerakure à doubler de force, plutôt, les encourageant à continuer de faire ce qu'ils ont à faire. Et aujourd'hui, on peut voir l'impact de ce discours sur terrain. Et le ministre est là, sans aucune inquiétude d'être poursuivi. C'est comme s'il transmettait le message de Ndayishimiye, sans oublier les discours et les messages de haine véhiculés par les membres du parti CNDD-FDD sans aucune poursuite pour les auteurs, notamment le cas de Kenny Claude qui est là, toujours transmettre des messages de haine ethnique sur les ondes de la radio, mais plutôt que de s'inquiéter, il agit librement sous la protection du pouvoir de Gitega. Et enfin, parlons de la question du chômage de pauvreté qui s'accentue du jour au lendemain, sans aucun programme clair de la part du gouvernement pour essayer de trouver une solution durable. C'était Karen Kelly Inarukundo, porte-parole de MIJEB. Jusque-là, le régime Ndayishimiye brillait par des promesses que par des réalisations, estime le président du Forum des diasporas burundaises de l'Europe, FODIB. Gratien Rukindikiza présente le président Evariste Ndayishimiye comme un sélectionneur d'une équipe qui veut remporter la victoire, mais dont certains joueurs empêchent d'atteindre cette victoire. Suivez Gratien Rukindikiza. On peut dire c'est comme un sélectionneur d'une équipe, après qui met en place l'équipe, qui dit vous devez jouer de cette façon, vous devez gagner de cette façon, on doit aller vers l'avant. Mais le problème c'est que les joueurs, des fois, ils peuvent jouer d'une autre manière. C'est comme même l'orchestre peut faire des sons, on peut mal jouer. Donc de cette façon, il peut y avoir des problèmes. On peut se dire est-ce que c'est le sélectionneur qui s'est trompé ou suivi les consignes. Ce qui peut s'expliquer, ça ne peut pas s'expliquer, mais il y a des circonstances, je dirais, un peu atténuantes. Ce n'est pas atténuante. Ce qui peut l'expliquer, c'est il y a eu l'attaque. En cas de guerre, on sait bien ce qui peut se passer, mais c'est là justement où il y a la force. Quand c'est un cas de guerre, qu'il manque pas la violence, surtout à l'égard des civils. Alors, ce qui est en train de se passer, on voit bien des violations des droits de l'homme. Dans certains endroits, je pense que ce sont des choses à corriger, que le programme a été lancé. Le président de la République, il avait mis de côté les Imbonerakure. On a entendu le ministre de la Jeunesse qui les relancé contre la vie même du gouverneur, notamment à Kayanza. On peut dire qu'il y a des gens qui jouent mal. Est-ce que le président pourra rectifier? Parce que ce qui est en train de se passer, dans certains cas, les gens commencent à être un peu déçus. Et c'est le début, mais en même temps, c'est là justement où réside la force d'un chef de l'État. Il a promis la lutte contre la corruption. On commence à avoir des mesures. Oui, c'est positif, on le voit bien. Et il a promis la sécurité au niveau du pays. Ce n'est pas beaucoup le cas dans certains endroits. Il y a aussi au niveau de la santé, il y a des choses qui se réalisent, mais il se pose un problème de remboursement des frais de l'État à certains hôpitaux, aux centres de santé, dans certaines provinces. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire des hôpitaux sans que ça soit assaini déjà la situation intérieure. Il y a, disons, de mesures qui sont correctes, il y a des annonces qui sont louables, mais l'exécution traîne à se mettre en place. Est-ce qu'on peut l'attribuer du fait que le président
président est en train de passer dans toutes les provinces pour voir la population. Est-ce que c'est un moment de récolter les informations, de voir l'état réel au niveau de la campagne pour qu'ils mettent en chose les places, les mesures? Espérons. En résumé, je pourrais dire, il y a beaucoup d'annonces. C'est bien. Les annonces, ça tranquillise la population. Mais au niveau de l'exécution, il y a encore à faire. C'est pas le président qui peut mettre en place tout. On voit si vraiment il n'y a pas des gens qui sont en train de faire le travail autrement de ce qui a été promis. Et les Burundais de la diaspora du Canada, membres du collectif des Hutus survivants et victimes des massacres de 1972 au Burundi, saluent les projets en rapport avec la lutte contre la corruption et la restauration de la bonne gouvernance, déjà annoncés par le gouvernement Ndayishimiye. Toutefois, Frédéric Nzeimana, coordinateur de ce collectif, dénonce la politique du silence du même gouvernement face à la perturbation de ces derniers jours de la sécurité par des groupes rebelles qui attaquent dans différentes localités du pays. Suivez-le. Je le féliciterai d'abord pour avoir mis de l'avant dès les premiers jours la lutte contre la corruption. J'ai entendu parmi ses premiers discours qu'il a insisté très sérieusement sur la question de la lutte contre la corruption et des fonctionnaires qui finalement ne travaillent pas trop pour la population. Et j'ai entendu dans ce discours qu'il était ferme quand il a dit qu'il travaillerait jour et nuit pour que cette histoire cesse, au point qu'il a innové en mettant une boîte à suggestion pour que tout Burundais qui serait finalement lésé dans ses droits pourrait finalement s'adresser au président de la République à travers ces boîtes à suggestion. Ça, on doit le féliciter. Maintenant, ça c'est ce qui a été dit, il reste à savoir si ça va être fait. Chapitre de la sécurité et de la politique internationale, je déplore le fait que ces derniers jours, le gouvernement a préféré garder silence, alors que du côté de l'Occident, les radios parlent de nouvelles incursions au Burundi, de nouvelles rébellions et de disparition de citoyens burundais. Pour nous, le gouvernement fait erreur en ne communiquant pas comme il faut. Du côté des réfugiés, le gouvernement Ndayishimiye n'inspire point confiance aux Burundais réfugiés dans les pays de la sous-région. Jusque-là, rien n'a encore été fait pour stopper les tueries et autres crimes, ce qui pourra plutôt motiver le retour des réfugiés au pays. Certains des réfugiés qui se sont entretenus avec la RPA craignent même que la situation ne dégénère. Suivez certains Burundais qui ont fui leur pays. Les réfugiés de Mahama. Nous avons fui le mauvais système de gouvernance. Il est difficile d'évaluer là où il en est avec son projet de société. Il a montré à la population burundaise qu'il va emboîter le pas du président Nkurunziza pour dire qu'il travaille sur le projet de société qui n'est pas sien. Personne n'ignore des fils et filles du Burundi massacrés en cascade, les enlèvements successifs, la violation des droits de l'homme au plan menant au génocide, les montages, les discriminations basées sur l'ethnie et autres. Même si vous entendez le rapatriement dit volontaire entre guillemets, nous n'espérons pas retourner au pays natal. Nous sommes confus en ce qui concerne la paix. Depuis son entrée en fonction, Evariste Ndayishimiye n'a jusqu'à présent rien fait qui puisse satisfaire les Burundais en exil. Nous, les réfugiés vivant au Condorcet, en République démocratique du Congo, n'avons donc aucun espoir de rentrer dans notre pays natal. Si nous essayons bien d'analyser la situation sécuritaire, il s'observe actuellement horrible dans le pays. Nous lançons un appel au président Evariste Ndayishimiye d'arrêter cette tuerie au Burundi. Nous nous attendions à ce que pendant ces premiers 100 jours, il mette en application ce qu'il avait promis au peuple lors de son investiture. Il avait dit qu'il allait réconcilier tous les Burundais, mais la situation des droits de l'homme se dégrade de plus en plus. Il avait également promis qu'il allait instaurer des cadres de dialogue avec tous ceux qui peuvent exprimer leurs idées en vain. Les militants du parti CNL continuent à être assassinés. Les Burundais de l'ethnie Tutsi subissent le même sort. Il n'a jusqu'ici rien fait dans tout ce qu'il a promis au peuple burundais, surtout en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Nous, les réfugiés du camp d'Onduta, nous ne comptons pas retourner au pays. Nous demandons plutôt au gouvernement tanzanien de nous laisser vivre encore dans ce camp en attendant que la situation change au Burundi.
des réfugiés burundais en Ouganda. Nous avons une certaine déception, c'est que plutôt il y a eu l'aggravation des exactions qui se faisaient sur le pouvoir de l'ancien président Nkurunziza. Les disparitions et les tueries à gauche à droite. À la question de savoir si les réfugiés sont rassurés, peuvent rentrer, là c'est plutôt le contraire. Nous constatons que ce sont les mêmes mauvaises actions qui se font au Burundi. Rien n'a changé. Le gouvernement qui est militarisé, d'où donc nous attendons aux autres actions qui sont plus pires que les actions que nous observons maintenant. Humura Burundi. En page sécurité, aucun groupe armé n'a mené une attaque contre le Burundi. C'est du moins les propos du président Evariste Ndayishimiye lors d'une conférence publique animée ce vendredi à l'occasion des 100 jours au pouvoir. De ces 100 jours au pouvoir plus tôt, le numéro 1 burundais a néanmoins reconnu que la sécurité est quelquefois perturbée par ceux qu'il qualifie de malfaiteurs, vu qu'aucune rébellion n'a jusqu'à présent pas réussi à tromper la vigilance des militaires burundais qui gardent les frontières. Suivez le président Evariste Ndayishimiye. Quelqu'un a posé la question de savoir qui ont attaqué le Burundi. Est-ce que vous savez au moins de quoi vous parlez? Le pays est bien gardé. Dire que vous avez attaqué le pays alors que vous avez tué une seule personne ou deux membres d'une même famille n'a aucun sens. Mener une attaque contre un pays s'inscrit dans les prescriptions internationales. Quand l'occupation d'une entité communale est revendiquée, la dite entité n'est plus sous l'autorité du gouvernement en place et vous devez en assumer les conséquences, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. De plus, quand vous attaquez un pays, vous vous en prenez en premier lieu aux hautes autorités, en l'occurrence le président de la République, qui est le garant de la sécurité du pays et qui a juré de protéger ses frontières. C'est d'ailleurs pour cela qu'un coup d'État est considéré comme un crime international. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe plusieurs sortes de crimes qui se commettent au Burundi. Il y a entre autres le vol, les délits fonciers, les assassinats et j'en passe. Si quelqu'un se rend coupable de ces crimes si haut cités, il est poursuivi pour le crime ou l'infraction commise. Alors, pourquoi dire que cette personne a attaqué le pays? Moi, je me balade souvent les heures avancées de la nuit et je n'ai jusqu'à présent pas essuyé d'attaque contre ma personne. Alors, je vois mal comment une rébellion digne de son nom peut épargner un président qu'elle est censée combattre. De retour de Kigoma, je suis passé par les localités soi-disant occupées par ceux qui prétendent être des rebelles. J'ai même fait un tour dans la Kibira sans aucun problème. Tout ça ne sont que des mensonges véhiculés par des politiciens qui veulent dire que derrière les assassinats et les viols se cache toujours une même politique. Mais c'est archi faux. Le président Evariste Ndayishimiye a été repris en langue française par Emmanuel Niyongeko. Malgré le discours du président Evariste Ndayishimiye, il y a eu une attaque la nuit dernière contre une position militaire se trouvant sur la colline Ruharo, en commune Muruta de la province Kayanza. Selon des sources sur place, un militaire de la Force de défense nationale a été tué et un autre blessé. Le mouvement Red Tabara revendique l'attaque. Le point avec Emmanuel Ndayishimiye. Vers 22h30, la nuit de ce jeudi, les hommes qui faisaient la ronde si la colline Ruharo, en commune Muruta de la province Kayanza, ont entendu des crépitements d'armes durant une demi-heure. C'était la position militaire qui se trouve à l'intérieur de la Kibira, au lieu communément appelé T13, qui était attaqué. Quelques instants après, les armes se sont tues. Les personnes qui faisaient la ronde ont vu des véhicules se diriger vers la position attaquée. De retour, il témoigne avoir vu un véhicule, un militaire mort et un autre blessé. C'est le matin qu'on a pu avoir quelques informations sur ce qui s'était réellement passé la nuit. Vous le savez bien, la nuit, ce n'est pas aussi facile. Le véhicule qui était parti de l'usine pour se diriger vers la Kibira est revenu avec 2 militaires à bord. Un d'entre eux était mort et l'autre blessé. Il a été transporté à l'hôpital. Il a reçu des balles au niveau des jambes et se fait soigner à l'hôpital de Kayanza.
La population de cette localité vit la peur au ventre depuis un certain temps. Elle est dans l'obligation de passer les nuits dehors à faire des rondes. Elle est fatiguée, se plaint-elle. On a peur. Nous passons des périodes difficiles ces derniers jours. Nous appelons le gouvernement de sortir de son silence et amorcer des négociations avec ces gens qui nous empêchent de dormir dans nos maisons. Ça fait un bon bout de temps que les hommes ne dorment plus dans nos maisons. Nous passons la nuit dehors dans le froid sans connaître qui nous attendons. Sur son compte Twitter, le mouvement Red Tabara a revendiqué cette attaque. Il dit avoir tué des militaires de la FDN et blessé 3 autres lors des contacts entre ces résistants à la frontière de Kabarore et Muruta. La rédaction de la RPA a cherché à joindre les porte-paroles du ministère de la Sécurité et celui de la FDNB, mais personne n'a pu répondre à son appel. Dans l'entretemps, un grand nombre de militaires étaient visibles sur place sur terrain. Selon la population sur place, les militaires d'Ongozi seraient venus en renfort. Merci Emmanuel Ndayishimiye. Clôturons ce journal avec l'analyse de la rédaction de la RPA sur les 100 premiers jours du pouvoir de Ndayishimiye avec Janvier Nininahazgwe. 100 jours de descente du Burundi dans les ténèbres entretenues par le régime CNDD-FDD. 100 jours qui augurent de lendemains incertains. 100 jours d'isolement diplomatique. Voilà, en résumé, le bilan du règne d'Évariste Ndayishimiye. Depuis son investiture, Évariste Ndayishimiye a continué sur la lancée de son prédécesseur Pierre Nkurunziza et de son parti, le CNDD-FDD, de maintenir le Burundi dans la violence. Durant les 15 ans du pouvoir CNDD-FDD, le Burundi a été transformé en une zone rouge. Le Burundi a été le théâtre des crimes multiformes, macabres et indescriptibles. Le Burundi est devenu infréquentable et s'est taillé la première place des pays les plus pauvres au monde, si du moins on en croit le rapport de la Banque mondiale. Les espoirs suscités par la venue d'Évariste Ndayishimiye au pouvoir se sont vite estompés. Le slogan d'Évariste Ndayishimiye de suivre les traces de Pierre Nkurunziza en a été un oiseau de mauvais augure. Durant les 3 mois de son règne, son bilan est macabre. Les assassinats, les enlèvements, les tortures, les emprisonnements et autres crimes ont redoublé d'ardeur. Les violations des droits humains sont monnaie courante et sont perpétrées par les forces de l'ordre et la milice Imbonerakure qui font régner la terreur partout, à tel point que l'espérance de vie au Burundi a été réduite à 24 heures renouvelables. Dans des discours populistes, Évariste Ndayishimiye met au clair que le Burundi est un bateau qui navigue sans capitaine ni boussole. Il ne cesse d'annoncer des projets qui font dormir les gens debout. Le récent discours en date est celui dans lequel de payer les chômeurs embauchés par des privés alors que le gouvernement est dans l'impossibilité de recruter des agents pour les services publics prioritaires tels l'éducation et la santé. C'est à travers ces mêmes discours qu'il ne cesse de tirer à boulet rouge sur certains pays voisins et occidentaux, anéantissant ainsi tous les efforts de rapprochement et de coopération afin que le Burundi ait une place dans le concert des nations. Enfin, Évariste Ndayishimiye s'illustre comme le symbole de la radicalisation du système CNDD-FDD, surtout par son refus de tout dialogue avec tous les acteurs de la société burundaise, société civile, syndicats et opposition. En pareille situation, toutes les voies, y compris la violence, restent possibles à explorer pour fléchir en pouvoir. Bref, l'entêtement d'Évariste Ndayishimiye, son manque de maturité politique et surtout son ego risquent de plonger le Burundi dans un désastre. Merci Janvier Nininahazgwe. Voilà, c'est la fin du journal du magazine Humura Burundi de ce vendredi 25 septembre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Une bonne soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.